Bonjour à tous, bienvenue dans la saga des vaccins contre la Covid-19. Aujourd'hui, l'épisode 4 traitera des vaccins à vecteurs viraux, notamment celui de AstraZeneca et Janssen. À Réinfo Covid, nous sommes pour un consentement libre et éclairé. C'est pourquoi nous vous donnons ces informations et nous vous invitons tous à aller vérifier les sources. Les vaccins à vecteurs viraux non réplicatifs. Les vaccins AstraZeneca et Janssen sont des vaccins à vecteurs viraux non réplicatifs. Cela signifie que l'on a utilisé un virus qui a été modifié génétiquement pour faire produire la protéine Spike par les cellules de la personne vaccinée. Dans les vaccins AstraZeneca et Janssen, les vecteurs viraux choisis sont des virus particuliers appelés adénovirus. On a donc pris ces adénovirus et on les a modifiés génétiquement. Ce sont donc des organismes génétiquement modifiés. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Agence européenne du médicament. Alors, quel type de modifications ont été réalisées sur ces adénovirus sauvages? Eh bien, ces modifications sont de deux types. Tout d'abord, des gènes essentiels à la réplication du virus ont été supprimés. En effet, comme le titre l'indique, ce sont des vecteurs viraux non réplicatifs. Ils ne peuvent pas se répliquer dans le corps humain. Et pour cela, on a supprimé des gènes qui sont essentiels à leur réplication. D'autre part, on a également inséré les gènes d'intérêt pour la vaccination. Dans le cas des vaccins contre la Covid-19, les gènes d'intérêt sont ceux de la protéine Spike. Le gène de la protéine Spike a donc été inséré dans ces adénovirus, afin que les cellules du vacciné produisent cette protéine Spike, puis que l'organisme de la personne vaccinée produise des anticorps contre cette protéine, des anticorps anti-Spike. Comment produit-on ces vecteurs viraux non réplicatifs? Et oui, car c'est une grande question. Comme ils sont non réplicatifs, comment peut-on les cultiver afin de produire des millions et des millions de doses de vaccins? Eh bien, ces vecteurs viraux sont propagés sur des cellules humaines qui, elles aussi, ont été génétiquement modifiées. En effet, on les a modifiées pour qu'elles contiennent les gènes qui ont été supprimés chez le virus, notamment le gène E1. Deux types de cellules humaines peuvent être utilisées. Les cellules HE4-293, qui ont donc été génétiquement modifiées pour avoir le gène E1 qui manque chez l'adénovirus du vaccin AstraZeneca. Ces cellules sont issues de cellules rénales embryonnaires humaines. Quant au vaccin Janssen, il est produit sur des cellules humaines modifiées également, appelées PER-C6, qui sont issues de rétinoblastes d'embryons humains. Quels sont les risques? Car il existe des risques à cultiver ces vecteurs viraux non réplicatifs sur des cellules humaines. Eh bien, il se peut que lors du processus de culture des virus non réplicatifs sur ces cellules humaines, ils puissent récupérer le gène qu'on a supprimé pour le rendre non réplicatif. Dans ce cas-là, le virus qui récupérerait le gène E1 à partir des cellules humaines pourrait redevenir réplicatif par recombinaison. D'autre part, avant de l'injecter aux humains, le vaccin doit être purifié, évidemment pour enlever ces traces de cellules HE4-293 ou PER-C6. Malheureusement, une purification n'est jamais complète et donc le risque est qu'il reste des traces de cellules humaines entières ou fragmentées à type de protéines ou d'ADN de ces cellules. Il faut savoir que les PER-C6 sont désormais privilégiées pour ce genre de manipulation car elles sont considérées comme réduisant considérablement le risque de formation d'adénovirus réplicatifs par recombinaison. Beaucoup de questions sont soulevées par ces lignées humaines utilisées pour la culture des vaccins. Alors, comment cela s'est-il passé? Eh bien, un embryon qui a été avorté en 1973 pour les cellules HE4-293 a été récupéré. Plus particulièrement, la lignée rénale de ces cellules a été récupérée, puis a été modifiée génétiquement. On lui a en effet ajouté le gène d'un adénovirus 5, le gène E1, comme je vous le disais, qu'on a enlevé chez les vecteurs adénoviraux. Une fois que cette modification génétique a été réalisée, eh bien, ces cellules
ont été cultivées dans des boîtes de culture, comme vous pouvez le voir à la droite de votre écran. Et depuis cette date-là, les cellules sont cultivées, puis sous-cultivées et encore sous-cultivées. Et c'est ainsi que de nos jours, on peut encore cultiver des virus sur ce type de cellules. Quel est le mécanisme d'action de ces vaccins à vecteurs viraux non réplicatifs? Je ne pourrais pas vous l'expliquer sur le schéma produit par l'ANSM, car il est trop imprécis et imparfait. J'ai préféré choisir celui des autorités sanitaires canadiennes. Alors certes, il est un peu compliqué, mais il a l'avantage de bien expliquer les différentes étapes. Donc en haut, vous pouvez voir l'adénovirus modifié complet, qui est donc en orange et en rouge. Cet adénovirus va rentrer dans la cellule comme s'il l'infectait normalement, c'est-à-dire en se liant à des récepteurs que vous pouvez voir en bleu sur la membrane de la cellule. Une fois que cet adénovirus est rentré dans le cytoplasme de la cellule, il va d'autre part ensuite relarguer son matériel génétique, c'est-à-dire son ADN, à l'intérieur du noyau de la cellule de la personne vaccinée. Là, l'ADN de l'adénovirus va être transcrit en ARN messager. Cet ARN messager va ensuite quitter le noyau pour retourner dans le cytoplasme de la cellule. Dans le cytoplasme, à partir de l'ARN messager, qui code pour la protéine spike, eh bien, la protéine spike va être fabriquée par la cellule du vacciné. Et cette protéine spike va aller se mettre sur la membrane de la cellule du vacciné. Ainsi, l'organisme vacciné pourra produire des anticorps anti-spike. Alors, quelle est la composition exacte du vaccin AstraZeneca? Dans le vaccin AstraZeneca, le vecteur viral choisi est un adénovirus de chimpanzé qui ne produit que peu ou pas de maladies chez l'homme. Il a ensuite été génétiquement modifié, comme je vous l'ai expliqué, non seulement pour être non réplicatif par suppression de certains gènes, le gène E1, et d'autre part pour recevoir ce qu'on appelle une cassette spike, c'est-à-dire le gène codant pour la protéine spike. Mais il faut savoir que dans cette cassette spike, il n'y a pas seulement le gène de la protéine spike. Il y a également un promoteur d'un autre virus qu'on appelle le cytomégalovirus humain, qui est ensuite suivi d'un intron, c'est-à-dire une zone qui ne code pas, puis d'un TPA, comme vous pouvez le voir sur le schéma, qui veut dire tissu plasminogène activator, qui est un gène qui rentre en jeu dans la coagulation humaine. Et enfin, nous avons le gène de la protéine spike, suivi par une zone de polyadénylisation de la séquence de l'hormone de croissance bovine. Il existe d'autres excipients dans ce vaccin, dont un seul sera à retenir pour la suite de cet exposé, et qui est le polysorbate 80. Nous allons maintenant voir quelle est la composition du vaccin Janssen. Eh bien, il est sur le même modèle que le vaccin AstraZeneca. Sauf que cette fois, l'adénovirus choisi est un adénovirus humain, le numéro 26, qui a été modifié génétiquement également pour supprimer les gènes permettant de répliquer le virus, donc la suppression du gène E1, puis l'insertion du transgène spike du SARS-CoV-2 modifié. En effet, cette fois-ci, le gène de la spike n'est pas le gène naturel de la spike, mais un gène qui a été modifié afin de le mettre dans une conformation spécifique, un peu à l'image de ce que j'ai déjà expliqué pour les vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna. Vous en avez tous entendu parler. Le vaccin AstraZeneca a été suspendu pendant quelques jours suite à une alerte sur l'existence de thrombose post-vaccinale à ce vaccin. Il me semble que c'est le 19 mars que l'État français, la HAS française, a dit que la vaccination pouvait reprendre avec ce vaccin. À ce jour, les premières estimations de l'Agence européenne du médicament estiment que le nombre de thromboses vaccinales avec ce vaccin est de l'ordre de 5 par million de vaccinés. Par mesure de comparaison, il faut savoir que les thromboses post-vaccinales après la vaccination avec Pfizer sont de l'ordre d'environ 4,1 par million de vaccinés. Ces chiffres sont évidemment des premières estimations qui pourront être affinées par la suite.
Alors, comment se caractérisent ces thromboses suite à la vaccination AstraZeneca? On a observé chez les patients des thromboses veineuses atypiques. Une thrombose, c'est lorsque un vaisseau sanguin, veineux ou artériel, se bouche suite à la formation d'un caillot à l'intérieur. Ces thromboses veineuses sont d'autre part accompagnées d'une thrombopénie. La thrombopénie, c'est la diminution du nombre de plaquettes dans le sang. Les plaquettes étant des acteurs principaux de la formation du caillot sanguin. Enfin, ces thromboses, associées à des thrombopénies, peuvent également être associées à des saignements. Il est à noter que ces thromboses sont de localisation atypique. Elles touchent essentiellement le cerveau ou alors des veines du tractus digestif, qui est résumé sous le terme de splanchnique, et donc qui concerne en gros des veines du foie ou du mésentère. Il peut exister également des thromboses artérielles. La survenue de ces thromboses se fait environ 14 jours suivant la vaccination. Mais bien sûr, cet intervalle peut varier. Ces thromboses ont été observées principalement chez des femmes jeunes, à savoir inférieures à 60 ans, et certains cas ont eu une issue fatale causant plusieurs décès. Peut-on avoir le même risque avec le vaccin Janssen? Eh bien, dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché de ce vaccin Janssen, il a déjà été observé un surrisque de thrombose chez les sujets vaccinés versus les sujets du groupe placebo qui ne recevaient pas le vaccin. Et dans la littérature, un article décrit déjà un cas de thrombose thrombocytémique post-vaccinale après administration du vaccin Janssen. D'autre part, vous le savez également, la HAS recommande maintenant chez les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca de poursuivre le calendrier vaccinal contre la Covid-19 en administrant une dose de vaccin Pfizer. Pourtant, il est noté dans les notices d'utilisation de ces vaccins qu'il ne faut surtout pas interchanger les vaccins pour compléter le schéma vaccinal. Ceci est donc étonnant. De plus, certains articles scientifiques mettent en garde contre l'activité de certains excipients présents dans le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca. En effet, dans le vaccin Pfizer, on retrouve du polyéthylène glycol, ou PEG, alors que dans le vaccin AstraZeneca, on retrouve comme excipient du polysorbate 80. Chacun de ces deux excipients sont déjà connus pour avoir un potentiel allergène et sont suspectés d'être à l'origine des chocs anaphylactiques observés après la vaccination Pfizer. Malheureusement, l'effet de ces deux ingrédients ne serait pas additif, mais synergique. C'est-à-dire que l'administration du vaccin AstraZeneca suivie par l'administration du vaccin Pfizer pourrait aboutir à une multiplication des effets allergiques de ces deux vaccins. Quels sont donc les points clés de ce cours? Les vaccins à vecteurs viraux non réplicatifs sont des organismes génétiquement modifiés qui ont été modifiés justement pour être non réplicatifs et pour coder la protéine Spike. Ces vecteurs viraux sont cultivés sur des cellules issues d'embryons humains et qui eux-mêmes ont été génétiquement modifiés. Il existe des cas de thrombose après injection du vaccin AstraZeneca de l'ordre d'environ 5 par million de vaccinés, et qui serait dû au développement d'anticorps antifacteurs plaquettaires 4. Il existe un risque d'effet synergique, d'allergie, dans le schéma vaccinal proposé par la HAS, associant à une première dose du vaccin AstraZeneca une seconde dose du vaccin Pfizer. Mais pour l'instant, nous ne savons pas ce qui se produira, car trop peu de personnes ont été vaccinées avec ce schéma vaccinal. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à transmettre cette vidéo si vous la trouvez intéressante. N'hésitez pas à la télécharger et à la republier sur votre propre chaîne. Vous pouvez également retrouver tous nos contenus sur la chaîne réinfocovid.fr et le forum réinfocovid.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode de la saga des vaccins contre la Covid-19.